Dans cette vidéo, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on appelle les propriétés et les méthodes dans une classe ou dans une structure en Swift. Salut, je m'appelle Quentin et sur cette chaîne, je vous partage énormément de tutoriels pour apprendre le développement iOS et réussir à publier votre première application sur l'App Store en quelques semaines seulement. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, lorsque vous créez vos propres types avec des classes ou des structures, vous avez souvent besoin d'y intégrer des informations comme le nom d'utilisateur, le prix d'un produit, etc., etc. Donc ça, c'est pour les informations statiques, mais on a aussi besoin d'ajouter des actions comme afficher une description ou calculer un total, par exemple. Et c'est ici, justement, qu'entrent en jeu les propriétés et les méthodes en Swift. Donc dans ce chapitre, on va comprendre qu'est-ce qu'une propriété, qu'est-ce qu'une méthode, comment les intégrer dans vos classes et vos structures, et comment les utiliser dans des cas concrets. Alors, commençons par les propriétés. Donc les properties en anglais. Une propriété, c'est une variable ou une constante qui appartient à une instance de classe ou d'une structure. Donc elle sert en fait à stocker des données, mais surtout des données qui sont liées à un objet. Ce n'est pas des données comme ça qui sont volatiles. Prenons un exemple, si je prends la structure voiture. Dans la structure voiture, je veux stocker plusieurs informations. Je veux stocker par exemple la marque, l'année, la vitesse, etc., etc. Donc je pourrais créer une première propriété marque, qui serait une chaîne de caractères, et une variable année. Et d'ailleurs, je peux même la mettre en constante, puisque a priori, l'année de production de la voiture, une fois qu'elle est produite, n'est plus modifiable. Ensuite, donc ça c'est pour les deux propriétés. Donc une fois que j'ai créé mes deux propriétés, eh bien je peux créer une instance de cette voiture, donc ma voiture, égale voiture, avec une marque et une année. Dès que j'ajoute une propriété dans une structure, automatiquement elle se retrouve dans le constructeur. Donc je suis obligé de fournir une valeur en paramètre. Donc on peut dire que c'est une belle petite Porsche de 1996. Donc ça, c'est deux propriétés. Donc on remarque que si je veux ajouter une deuxième propriété, donc let modèle, une chaîne de caractères, le fait d'ajouter une troisième propriété entre marque et année m'oblige à ajouter un deuxième paramètre entre marque et année dans le constructeur. Donc si je clique sur fixe, on voit qu'il va m'insérer un nouveau paramètre. Donc ce serait par exemple une 911. Donc voilà pour les propriétés dans leur globalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, maintenant, chacune des trois propriétés est associée à l'instance ma voiture. Vous voyez que si j'écris ma voiture.marque, eh bien, il va m'afficher tout logiquement Porsche ici. Si je crée une autre voiture, donc sa voiture, égale voiture, je sais pas moi, Peugeot, hop, une 308, de 2023, et bien ici, les trois informations Peugeot 308 2023 sont associées à sa voiture. Okay, c'est trois informations qui sont stockées dans cet objet-là. Et donc ma voiture garde ses propres informations, Porsche 911 et 96. Donc ici, marque, année et modèle sont des propriétés de la structure voiture. Chaque instance de la voiture possède ses propres valeurs pour ses propriétés. Maintenant, qu'est-ce qu'une méthode? Une méthode, c'est un petit peu pareil qu'une propriété, sauf que ce n'est pas une variable, c'est une fonction. Donc une méthode, c'est une fonction intégrée dans une classe ou dans une structure. Et là où les propriétés permettent de stocker des informations, les fonctions, les méthodes permettent d'agir, de donner un comportement à un objet. Si je crée par exemple une fonction, qui est une méthode, parce que c'est une fonction dans une structure, afficher description. Cette méthode-là peut utiliser aucune, une ou plusieurs des propriétés de la structure en question. Si je veux afficher par exemple marque de points, là je mets la marque, entre parenthèses, on peut mettre la valeur du modèle, et puis tirer l'année.
Et vous voyez qu'en faisant ça, j'utilise, alors je suis pas obligé, hein, mais là j'ai utilisé les 3 propriétés différentes, et ma voiture, je peux lui appeler la méthode afficher description. Vous voyez, hein, ici, quand j'écris ma voiture point, j'ai l'autocomplétion d'Xcode qui m'est proposée, et je peux aller chercher une des 3 propriétés, P pour propriété, ou une, alors là il n'y en a qu'une, ou la méthode afficher description. Donc si j'appuie sur Entrée, je peux appeler la méthode sur ma voiture ou sur sa voiture. Et vous allez voir que je vais avoir 2 messages différents qui vont s'afficher. Marque, Porsche 911 de 96 ou Peugeot 308 de 2023. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode. Donc une méthode peut lire des propriétés, mais potentiellement aussi en modifier. Ça, on va voir juste après parce qu'il y a une petite subtilité. Ici, on n'a fait que lire des propriétés. Je n'ai pas modifié ni marque, ni modèle, ni année. Mais on va voir que pour modifier certaines propriétés, il faut faire quelque chose de plus. Avant d'en parler, je voulais vous parler aussi des propriétés stockées et calculées, ce qu'on appelle les computed properties. En fait, il existe 2 grands types de propriétés. Les propriétés stockées, donc celles qu'on déclare normalement, ici c'est 3 propriétés stockées qui ont déjà une valeur, et les propriétés calculées, ce qu'on appelle les computed properties, qui sont en fait calculées au moment seulement où on les appelle. Donc ça, c'est des propriétés stockées. Elles sont classiques. Elles ont un nom, une valeur, et cette valeur, elle est dans la boîte. Ensuite, on a également, comme on le disait, des propriétés calculées. Une propriété calculée, c'est tout simplement une propriété pour laquelle on va calculer sa valeur uniquement quand on va l'appeler. Et donc pour créer une computed property, une propriété calculée, alors on va prendre un autre exemple parce que là, c'est un petit peu, ça va être tiré par les cheveux sinon. On va prendre une autre structure qu'on va appeler par exemple rectangle. Et donc là, je vais lui mettre un certain nombre de propriétés stockées et un certain nombre de propriétés calculées. Pour les propriétés stockées, les classiques, pour un rectangle, on peut se dire qu'on va créer une variable hauteur qui est un double et une variable largeur qui est un double aussi. Pour ce qui est de la propriété calculée, on peut se dire par exemple qu'on souhaite obtenir la surface de ce rectangle. Mais pour obtenir la surface du rectangle, il suffit tout simplement de multiplier la hauteur par la largeur. Et donc ce serait un peu bête de stocker une 3e variable, surface, puisque si je fais ça, j'ai une information qui en fait peut être calculée en fonction des 2 autres. Donc c'est un petit peu comme si on dupliquait une information qui n'est pas forcément nécessaire. Et donc surface, eh bien, on va la mettre dans les propriétés calculées. Et comment est-ce qu'on rend cette propriété calculée? En ajoutant tout simplement des accolades et en indiquant comment calculer cette valeur. Donc là, ici, je peux écrire que pour calculer cette valeur, eh bien, il faudra tout simplement multiplier la hauteur fois la largeur. Donc surface, c'est ce qu'on appelle une computed property, c'est une propriété qui est calculée, et on va obtenir sa valeur uniquement lorsqu'on va l'appeler. Et comment est-ce qu'on va l'obtenir? En multipliant hauteur fois largeur. Donc si par exemple je crée un rectangle, hop, donc rectangle avec une hauteur de 30 par exemple et une largeur de 20, ici je peux afficher, donc print, je peux afficher myrect.hauteur, je peux afficher sa largeur, mais je peux aussi afficher sa surface. Et vous voyez que quand je clique sur lancer mon programme, eh bien j'ai bien le 30 qui s'affiche, la hauteur c'est normal, la largeur qui s'affiche aussi, mais la surface qui est automatiquement calculée, 30 fois 20 égale 600 évidemment. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle les computed properties. Alors on a vu qu'on peut modifier, enfin qu'on peut lire une propriété, qu'on peut aussi créer une computed property, mais jusqu'à maintenant on n'a jamais modifié de propriété directement à travers une méthode. Dans une structure, les méthodes qui modifient les propriétés doivent obligatoirement être marquées d'un certain mot-clé, et plus précisément du mot-clé mutating.
Pour comprendre, on va créer une nouvelle structure qui s'appelle compteur. Donc je vais créer une nouvelle structure, compteur, qui a une propriété. Valeur égale 0, par exemple. Cette structure-là, je pourrais très bien en créer une instance, donc let, alors je crée une variable var mon compteur égale compteur, et puis mon compteur.valeur, je lui dis que ça va être égal à 2 par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut incrémenter comme ça les propriétés. Sauf que moi, j'ai envie que l'incrémentation, le fait de modifier ma propriété, ce soit dans une fonction. Parce que peut-être que je veux pouvoir modifier le compteur, mais à la fois le compteur et puis peut-être un message. Ou alors vérifier si on ne dépasse pas certaines valeurs. Ou vérifier si on n'est pas en dessous de certaines valeurs. Enfin, voilà, faire des conditions diverses et variées. Et donc pour ça, je me dis que je vais encapsuler cette logique dans une fonction. Donc on va créer une fonction qui s'appelle incrémenter, et valeur, eh bien je vais vouloir lui ajouter 1 par exemple, ou 10 parce que je veux incrémenter de 10 en 10, peu importe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme cette fonction-là doit modifier une des propriétés du compteur, elle doit obligatoirement être notée du mot-clé mutating. Et donc quand j'ajoute le mot-clé mutating, là j'ai le droit de modifier une des propriétés. En fait, le mot-clé mutating permet d'indiquer tout simplement que cette fonction-là peut modifier une des propriétés de mon objet. Et donc dans ce cas-là, j'ai plus besoin d'incrémenter ma valeur à la main, entre guillemets. Je peux juste écrire mon compteur point incrémenter. Et ensuite, on va vérifier la valeur de mon compteur point valeur pour être sûr qu'elle a bien été incrémentée. Et donc on voit que j'ai bien la valeur 10 qui s'affiche. Je peux le faire plusieurs fois, je peux l'incrémenter plusieurs fois. Hop, et donc là, logiquement, on devrait arriver à 30. Voilà, j'ai bien la valeur 30 qui s'affiche. Mais le mutating est obligatoire dès lors que vous modifiez une propriété. Si vous lisez une propriété, c'est pas un souci. Vous voyez que ici, par exemple, j'ai juste lu, j'ai utilisé une propriété, donc j'ai pas besoin du mutating. Mais lorsqu'on modifie une propriété, le mutating est obligatoire. Alors, on va prendre un exemple concret pour essayer de résumer tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici. Je vais prendre une application, imaginons une application où on souhaite représenter un utilisateur avec un prénom, un nombre de points et une action pour ajouter des points. Donc je vais créer une structure qui va s'appeler utilisateur en français, donc utilisateur, et dedans je vais mettre deux propriétés, donc var prénom et var point. Donc point, on va dire que ça va être un entier. Donc ça, c'est deux propriétés classiques. Ensuite, je veux ajouter une fonction qui va me permettre d'ajouter des points. Donc par exemple, les points bonus, les points qu'on veut ajouter, qui vont être passés en paramètres. Alors le petit label qui est ici, moi j'en veux pas, donc je vais mettre le label underscore, comme ça quand je vais appeler ajouter point, il n'y aura pas marqué bonus de points, j'aurai directement ma valeur. Ça encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo sur les fonctions avancées, et notamment les labels, qui est dans la description ou qui s'affiche normalement juste ici, ou alors n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil dans la description, vous avez plein de références aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur les fonctions. Donc imaginons que pour ajouter des points, eh bien, je veuille ajouter tout simplement le bonus au nombre de points actuel. Mais le problème, c'est que si je fais ça, eh bien, ajouter point modifie une des propriétés, donc je dois ajouter le mot-clé mutating. Et maintenant, avec le mot-clé mutating, j'ai le droit de modifier une des propriétés. On va créer une autre fonction qui permet d'afficher le nombre de points. Donc func afficher score par exemple, ou afficher info, pour afficher le nombre de points mais aussi le nom de l'utilisateur. Et donc là, ça va être un simple message avec le prénom, 2 points, et le nombre de points. Donc point, voilà.
ce qui nous permettra d'afficher le prénom, donc le nom de l'utilisateur, et le nombre de points. Ensuite, on peut créer une propriété, enfin une variable classique, user1 égale utilisateur, avec un prénom et un nombre de points. User1, je peux lui appliquer la méthode ajouter point, 30 points par exemple, parce qu'on imagine que voilà, elle a réussi tel exercice et du coup j'ajoute 30 points. Et utilisateur, point, afficher info. Et ça me permet tout simplement d'afficher les informations de l'utilisateur. Donc Alice, 30 points. Donc vous voyez au final que les méthodes, donc les propriétés permettent de stocker des informations, alors que les méthodes permettent de donner un comportement à notre utilisateur, à notre classe en général. Donc on va dire que ce code illustre assez bien comment les propriétés sont utilisées, donc les propriétés stockées. Alors là on n'a pas de computed property, mais on avait un exemple juste au-dessus. Donc comment les propriétés sont utilisées pour stocker des informations et comment les méthodes sont utilisées pour donner un comportement à nos objets. Donc pour résumer, les propriétés et les méthodes sont vraiment le cœur des objets en programmation orientée objet. Et donc elles vous permettent de stocker des données pour les propriétés et d'ajouter des comportements pour les méthodes. Maintenant, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à jeter un œil dans la description. Vous avez des liens vers énormément de ressources qui vont vous permettre de continuer votre apprentissage du développement iOS et réussir à publier votre première application sur l'App Store. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.